Bonjour à tous, merci à vous d'être présents, merci également aux intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui. Karina Sartori, le CRHIA, avec qui j'espère nous aurons d'autres collaborations dans le futur, et Maxime Guillotte, représentant des sciences dures, avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'être présents et de vous intéresser au sujet qui est le nôtre, au sujet d'évolution, et d'apporter votre soutien par votre présence à cette initiative destinée à favoriser le travail des doctorants et jeunes chercheurs. Mon intervention portera sur l'apparition de la démocratie et sur la révolution qu'elle suscite à l'époque en tant que nouveau régime politique. Après les monarchies, les tyrannies, les aristocraties et les oligarchies, les Grecs du VIe siècle, avant notre ère, mettent en place un régime politique novateur que la majorité des pays dits développés ont aujourd'hui repris. Le principe démocratique a bien changé depuis son apparition. Dans l'Antiquité, le modèle institutionnel d'Athènes s'étendait bien au-delà de notre propre régime actuel. La démocratie antique ne se traduisait pas par un système représentatif basé sur des élections comme nous le connaissons aujourd'hui. Dans l'Antiquité athénienne, la démocratie correspondait à une gestion directe des affaires de la cité par la communauté civique. Par conséquent, la vie quotidienne de chacun des citoyens était rythmée tant par leurs obligations privées que par les obligations qu'ils avaient envers leur cité. Comme le remarque l'historienne Claude Mossé, spécialiste de l'histoire de la Grèce antique, les interrogations sur la notion de démocratie reviennent avec force depuis plusieurs années. Les hommes politiques, femmes politiques, les journalistes, les universitaires ont en fait un thème de réflexion important, s'interrogeant sur le fonctionnement de la démocratie et sur ses possibilités d'établissement, là où elle n'a pas encore été expérimentée. C'est bien pour cette raison que, lors de la précédente décennie, des expéditions militaires ont été lancées en Afghanistan et en Irak, par exemple. Cette question de la démocratie est essentielle puisque de son fonctionnement ou de son non-fonctionnement, cela va influer sur les solutions à apporter à d'autres problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, des problèmes d'ordre mondiaux, des problèmes écologiques, démographiques ou encore économiques. D'ores et déjà, nous pouvons observer une certaine mutation de l'idéal démocratique avec l'apparition de nouvelles démocraties que nous qualifions d'illibérales en Europe de l'Est notamment. Les régimes polonais et hongrois, qui vident périlleusement les principes fondateurs de la démocratie, sont un parfait exemple de cette évolution. L'étude historique permet de faire des comparaisons entre hier et aujourd'hui. Elle invite à réfléchir sur les conditions dans lesquelles naissent les institutions et la règle de droit. Elle permet d'observer les raisons de leur succès ou de leur déclin. Dans quelles conditions a été mis en place le concept de démocratie? De quelle façon a-t-il éclos? L'histoire de la démocratie athénienne, berceau de ce régime politique, s'étale sur près de 2 siècles, débutant en moins 507 avant Jésus-Christ, avec les réformes de Clisthène et s'achevant à la fin du... Il est à noter que cette histoire démocratique ne se déroula pas sans heurts. De nombreuses crises graves ont émaillé la démocratie des Athéniens, avec des bouleversements intérieurs et extérieurs, mais pendant tout ce temps, avec des hauts et des bas, les Athéniens ont partagé des valeurs et les principes qui les ont guidés gardent pour nous un caractère fondateur. Mais de quelle façon la démocratie est-elle apparue? Comment et pourquoi les Grecs ont-ils pensé et mis en place un tel régime totalement différent de ce qu'ils connaissaient jusqu'alors? Nous entendons régulièrement parler du miracle grec, comme si la naissance de la démocratie devait son apparition à une intervention mystique ou bien au raisonnement quelconque d'un individu, un raisonnement quelconque dans l'esprit d'un individu. Je vais tâcher ici de vous démontrer qu'il n'en est rien, que l'avènement de ce régime politique de la démocratie ne doit rien à un aléa du destin, mais trouve son explication dans une suite d'événements historiques, et notamment grâce au logos. Qu'est-ce que c'est que ce logos? J'y reviendrai plus tard, mais je vais tâcher de vous en donner une première définition maintenant. Le logos correspond à la raison. Il correspond à la raison, c'est la faculté de raisonner qui se caractérise par une assertion pourvue d'un fondement sérieux en s'appuyant sur une démonstration rigoureuse ou un témoignage fiable. L'instauration de la démocratie ne s'est ainsi pas faite naturellement et a fait l'objet d'une construction complexe que je vais m'efforcer de vous présenter en 2 parties. Dans une première partie, je vous parlerai du miracle grec, naissance de la démocratie, et dans une deuxième partie, une révélation décisive et définitive, la découverte de l'esprit de Logos. Je vous indiquais précédemment que l'on date l'origine de la démocratie en moins 507 avec les réformes de Clisthène. Pour comprendre la façon dont s'est instauré progressivement ce nouveau régime,
il faut revenir un peu en arrière. Au 7e siècle avant notre ère, Athènes est dirigée par un conseil aristocratique, celui des archontes, qui domine alors la vie politique. Sur le plan social, cette domination politique et aristocratique se retrouve de la même façon. Les paysans pauvres travaillent pour le compte de quelques riches familles athéniennes auxquelles ils doivent donner 1/6 de leur récolte. Si jamais ces paysans se retrouvaient dans l'incapacité de payer leur fermage ou se trouvaient sans ressources, ils étaient alors contraints de s'endetter en mettant en gage leur propre personne, devenant les esclaves de leurs créanciers, Athènes connaissant le principe de l'esclavage. Cette situation, contrôle absolu de l'aristocratie et menace de réduction en esclavage pour les paysans, finira par déboucher sur une crise majeure au sein de la cité athénienne. La résolution de cette crise sera possible grâce à la personnalité d'un archonte athénien du nom de Solon. Celui-ci, conscient des conséquences dommageables qui peuvent intervenir en raison de l'agitation paysanne, va choisir de lever le fardeau qui pèse sur les paysans. Craignant que cette agitation paysanne débouche sur la tyrannie et refusant lui-même de devenir tyran, il va proclamer la siessasteia, c'est-à-dire la levée du fardeau. Cette politique aura pour conséquence de supprimer les dettes et la contrainte par corps des paysans, et donc le risque de servitude en esclavage pour les paysans athéniens. Solon ne va pas chercher, en revanche, à réduire les inégalités de fortune au sein de la cité, mais ces lois vont avoir un double objectif: rétablir l'homogénéité du corps social, tout en permettant aux plus pauvres de participer à la vie de la cité. Ces prémices vers la voie démocratique sont renforcées quelques décennies plus tard par l'action de Clystène, un aristocrate athénien qui s'appuya sur le démos, sur le peuple. En l'espace de quelques années, l'ensemble du pouvoir politique est transféré à l'Ecclésia, à l'Assemblée des citoyens. 4 fois par mois, les citoyens auront l'opportunité de débattre et de gouverner directement la cité selon la règle de la majorité simple. Toutes les voix seront désormais égales et le pouvoir du démos sera alors absolu et s'appuiera sur les notions d'iségorie et d'isonomie, des principes d'égalité. L'instauration de la démocratie ne s'est pas faite naturellement, comme je vous le disais. Le système n'a pas été pensé en amont, théorisé en tant que tel par les Athéniens. Il aura fallu des crises graves au sein du corps social, d'abord entre l'aristocratie et les paysans, pour que les réformes soloniennes s'appliquent et cherchent à réduire les fractures existantes afin de consolider une communauté. Il aura fallu également la tyrannie et l'esprit ouvert d'un homme tel que Clystène pour que l'ensemble du démos, du peuple, soit associé de façon égale à l'exercice du pouvoir politique et démocratique. Cette égalité et les principes démocratiques à Athènes se retrouvent dans l'horizon funèbre de Périclès, l'un des plus illustres hommes politiques d'Athènes lors de son âge d'or. Voici ce que Périclès disait à propos de la démocratie. Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place. Voici l'affirmation de 2 principes de la démocratie. L'égalité, fondée sur la loi, qui ne prend en compte que le mérite et n'exclut pas les plus pauvres de participer à la vie politique de la cité, et la liberté, qui ne connaît de limite que celle qu'impose le respect des lois. Les valeurs philosophiques qui guideront les Athéniens seront la recherche de l'eunomia, c'est-à-dire la recherche de la proportion, de la juste mesure, du juste milieu, tout en rejetant l'hubris qui représente la démesure sous toutes ses formes. Ainsi que l'a démontré le professeur Francis MacDonald Cranford, la philosophie grecque a permis de passer du mythe à la rationalité, permettant à terme l'établissement de la démocratie. Pourquoi et comment ? Parce que dans la philosophie, le mythe, le mystique est rationalisé. Et d'autre part, si la philosophie a pu s'étendre au point de bouleverser le mythe qui rythmait la domination politique jusqu'à présent dans l'ancienne monarchie grecque, c'est en raison d'un changement de régime politique. La fin de la monarchie dans la Grèce antique, justement, et l'apparition du régime de la cité vont permettre de rationaliser progressivement les problèmes et ou phénomènes inexpliqués qui s'imposaient aux Grecs. Le mythe, dans la période monarchique, était toujours un récit, non la solution à un problème particulier. Ainsi, le mythe venait expliquer comment le roi ou le dieu était intervenu pour régler telle ou telle situation, mais sans véritablement expliquer l'origine du problème ou bien les solutions à apporter
pour résoudre le problème en question. L'apparition de la cité fera perdre à l'ancien rituel royal tout son prestige. De façon progressive, le souvenir du roi, créateur de l'ordre et faiseur du temps, va s'effacer. La nouvelle forme politique mise en place, le régime de la cité, vient bouleverser le rapport qui existait entre l'exploit mystique du souverain et l'organisation des phénomènes cosmiques. Puisque les éléments, la pluie, le vent, la foudre, qui deviennent indépendants de la fonction royale, les individus vont commencer à réfléchir dessus. Si l'apparition de la foudre ou du vent ne s'explique plus par la volonté royale ou par la volonté des dieux, de quelle façon fonctionnent ces perturbations météorologiques? Le passage de la monarchie au régime de la cité va permettre ce type de réflexion, va permettre à la philosophie, au logos, de s'épanouir en rejetant les explications mystiques dans l'ombre. Une des premières nouveautés avec le régime de la cité, par contraste avec la monarchie, est que celle-ci ne s'identifie plus avec un personnage privilégié tel que le roi. L'ordre de la cité repose sur les rapports sociaux, dégagés des liens personnels et familiaux, qui se définissent en termes d'égalité et d'identité des citoyens. Les Grecs sont considérés comme fils de la cité, comme pleinement citoyens, uniquement s'ils y vivent et participent à son fonctionnement. En outre, avec le régime de la cité, l'ordre politique se détache de l'ancienne organisation cosmique qui avait lieu sous la monarchie. L'ordre politique de la cité apparaît comme une institution humaine faisant l'objet, ainsi que le souligne Jean-Pierre Vernant, d'une recherche inquiète, d'une discussion passionnée. Et ce sont ces multiples débats entre citoyens sur la place de l'agora, sur la place publique, là où s'affronte la violence de groupes ennemis, que le philosophe va pouvoir intervenir. C'est au philosophe qu'est demandé, par sa réflexion raisonnée, par l'utilisation du logos, de définir le nouvel équilibre politique destiné à retrouver l'harmonie perdue, à rétablir l'unité, la stabilité sociale par l'accord entre les éléments dont l'opposition déchire la cité. Ainsi, l'ordre social, devenu humain, se prête à une élaboration rationnelle. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir avec l'action de Solon, homme politique dont je vous ai parlé au début de cette intervention, qui a cherché à instaurer l'eunomia au sein de la cité, un principe de juste mesure, de juste équilibre, et que les Grecs qualifiaient comme étant l'un des 7 sages de l'histoire. L'utilisation du logos a de cette façon permis à nos ancêtres hellènes de mettre en place le régime politique le plus équilibré. Je vais maintenant passer à la seconde partie de mon intervention, une révélation décisive et définitive, la découverte de l'esprit. Revenons sur ce concept de logos. Que signifie ce terme obscur? Nous nous référons au Grand Bailly, dictionnaire de référence en grec ancien. Le logos serait la faculté de la raison, le caractère d'un raisonnement logique, le fondement d'une chose. Pour être comprise, la notion de logos doit ainsi être rapprochée de la faculté de raisonner, mais doit également être élargie à l'expression de cette raison par la parole, le dialogue, le discours. En somme, le logos correspond à la capacité que l'être humain a de raisonner et de transmettre sa réflexion par la parole à ses semblables. Pour Pierre Grimal, le logos est vrai s'il est juste et conforme à la logique. En revanche, il est faux s'il dissimule quelques roueries secrètes et doit alors être qualifié de sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux malgré une apparence de vérité. Attardons-nous désormais sur la référence absolue de l'Antiquité, Aristote, qui affirme dans son œuvre Les Politiques, l'homme est par nature un animal politique. Cette assertion, qui est approuvée ou combattue depuis des siècles, est également reprise par Arnaud Sabatier, agrégé de philosophie, pour qui la vie au sein de la cité constitue le mode d'être essentiel de l'humanité. Le logos ne serait pas une superstructure venant déterminer secondairement l'homme, mais une posture existentielle qui le déterminerait entièrement. Quant à l'homme, en tant qu'animal politique, il ne s'agirait pas d'une caractéristique annexe de l'être humain, une caractéristique seulement possible de l'humanité, mais bien l'expression de son essence. L'être humain, un être politique. Par conséquent, la possession du logos au sein de la cité serait constitutive de l'humanité. C'est la raison pour laquelle un lien d'essence doit les unir. L'essence même de l'homme est d'être un animal politique, doué de raison, entouré de ses semblables, dans un même espace géographique, la cité. Aristote va même plus loin en indiquant que l'être humain, l'homme, doué de logos, a le devoir de s'en servir pour distinguer le juste et l'injuste, et établir ce qui est avantageux en rejetant le nuisible. Le lien entre logos et politique prend ici un sens concret.
L'individu ne doit pas réfléchir le concept politique de façon vaine, mais de le faire avec un objectif concret qui est la recherche du juste et le rejet de l'injuste. Et nous touchons là au cœur du politique qui donnera naissance à de multiples concepts à travers les âges, l'eunomia solonienne, la res publica romaine ou encore la recherche du commun profit de la monarchie française. Le système de la cité mis en place par les Grecs implique en premier lieu une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments de pouvoir. La parole devient l'outil politique par excellence, la clé de toute autorité dans l'État, le moyen de commandement et de domination sur autrui. Désormais, la parole n'est plus le mot rituel, la formule juste à invoquer lors d'une cérémonie religieuse destinée à renforcer le pouvoir royal par exemple. La parole devient le débat contradictoire, la discussion ou encore l'argumentation. Toutes les questions d'intérêt général que le souverain, l'ancien monarque lors de la période monarchique en Grèce, toutes les questions d'intérêt général que ce souverain avait pour fonction de régler et qui définissaient son pouvoir, sont maintenant soumises à l'art oratoire et devront se trancher au terme d'un débat. Jean-Pierre Vernant affirmait que l'art politique était, pour l'essentiel, le maniement du langage, et que le logos prenait son origine, son efficacité, à travers sa fonction politique. Un autre trait du système de la cité est le caractère de pleine publicité donné aux manifestations les plus importantes. Désormais, la pratique politique n'est plus enfermée dans des rituels et procédures secrètes réservées aux rois ou aux prêtres. La politique, désormais, dans le régime de la cité, se pratique au grand jour, au vu et au su de l'ensemble des citoyens, sur l'agora, sur la place publique. Ce double mouvement de démocratisation et de divulgation aura, sur le plan intellectuel, des conséquences décisives. La culture grecque se constitue en s'ouvrant à l'ensemble des citoyens et en leur permettant de s'exprimer, de vivre et de prendre des décisions au sein de la cité, non seulement pour eux, mais également dans ce qu'ils considèrent être l'intérêt général de tous. Cet élargissement emportera une profonde transformation, puisque en devenant les éléments d'une culture commune, les connaissances, les valeurs et les techniques mentales, qui ne sont plus réservées à l'aristocratie, seront désormais soumises publiquement à la critique et à la controverse. Désormais, les lois de la cité ne s'imposent plus par la force prestigieuse d'un monarque, mais réussiront à s'imposer par l'art oratoire lorsque les lois seront débattues publiquement et quand elles seront soumises au logos du citoyen. Mais le problème de l'art oratoire, c'est qu'il peut mener à des dérives qui font ébranler et qui ébranlent toujours le régime démocratique. Pouvoir juste, pouvoir injuste, quel mécanisme adopter pour conserver le premier et pour tenir éloigné le second? Cette question, âprement débattue depuis bien longtemps, n'a pas encore trouvé et ne trouvera sans doute jamais de réponse définitive. Pour Cicéron, ce qui semble le plus dangereux dans le système athénien, c'est le fait que les décisions se trouvaient entre les mains d'une foule rassemblant des gens sans expérience et qui subissaient l'influence de faiseurs de troubles, c'est-à-dire des orateurs professionnels qui verseront dans la démagogie, des démagogues que l'on peut également qualifier de sophistes. Pour s'assurer l'appui du peuple, ces démagogues, ces sophistes, chercheront d'abord à lui plaire plutôt que de viser l'intérêt général, ce que critiqueront Platon et Aristote. Bien que la démagogie ne soit pas propre à la démocratie directe, comme elle existait dans l'Athènes antique, elle y a un impact plus sensible, dans le sens où l'orateur s'exprime directement face à ses concitoyens, qui doivent bien souvent voter ou non leur approbation directement après le discours de l'orateur. Et ce, alors que l'émulation des sentiments est à son comble et que le temps nécessaire au raisonnement n'a pas eu le temps de s'effectuer. Contrairement à ce que nous pouvons imaginer, ce n'est pas à Athènes que naquit le mot démocratie, mais chez l'historien Hérodote, qualifié de père de l'histoire. Dans son enquête, Hérodote évoque les aspects positifs de la démocratie, indiquant que, par le pouvoir du nombre, ce régime annihile les dangers inhérents au tyran et contrôle les dérives d'un pouvoir personnel. Toutefois, il met également l'accent sur la faiblesse potentielle de ce régime, écrivant que le peuple peut être plus redoutable que le tyran, puisque le monarque ou le tyran a conscience de ce qu'il fait, alors que le peuple, faute d'instruction, ne le sait pas. La démocratie se caractériserait alors par une volonté de puissance sans intelligence, incapable de faire preuve de logos. La démocratie se verrait continuellement menacée par trois grands dangers: l'aveuglement populaire, qui peut mener à la tyrannie, l'anarchie démocratique, qui peut mener à un gouvernement démagogue, ou encore la tyrannie d'un parti populaire dans une cité divisée, menant à une oligarchie.
Le philosophe grec Platon, détracteur de la démocratie, écrira dans son œuvre La République: n'est-il pas inévitable que dans une pareille cité, l'esprit de liberté s'étende à tout, qu'il pénètre dans l'intérieur des familles et qu'à la fin, l'anarchie gagne jusqu'aux animaux, que le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants, que le fils s'égale à son père et n'ait ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu'il veut être libre, que le métèque devient l'égal du citoyen, le citoyen du métèque et l'étranger pareillement. Or, vois-tu le résultat de tous ces abus accumulés? Voici la vision qu'avait Platon de la démocratie. Et comme le disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Mais quoi qu'il en soit, bien qu'il y ait désormais plus de 2 millénaires qui séparent le modèle athénien de notre modèle actuel, les valeurs originelles de la démocratie, telles qu'elles ont été conceptualisées à Athènes, peuvent nourrir notre réflexion. Les notions grecques, telles que l'eunomia, l'idée selon laquelle la cité doit vivre en équilibre, qu'il est nécessaire d'éviter les excès, et la notion d'hubris, c'est-à-dire l'adoption d'un comportement démesuré, excessif, extrême, peuvent guider notre réflexion comme elle l'a fait il y a 2000 ans. Rechercher l'eunomia tout en rejetant l'hubris. La cité athénienne était une police, était une communauté. L'exercice de la démocratie devait s'établir pour le bien de ladite communauté, et si celle-ci a pu maintenir son régime politique pendant près de 2 siècles, c'est qu'elle a su opérer et maintenir un équilibre subtil entre les citoyens et les institutions, en suivant un principe qu'Aristote développera dans son œuvre Éthique à Nicomaque, et sur lequel je finirai: in medio stat virtus. La vertu se trouve dans le juste milieu. Merci à vous.